Lecture du livre de Robin Philpot, Rwanda, crime, mensonge et étouffement de la vérité. Chapitre 2. Chapitre 2. Des preuves irréfutables passées sous silence. Les juges Bruguière. S'il s'avérait que le FPR qui a abattu l'avion du... S'il s'avérait que c'est le FPR qui a abattu l'avion du président Habyarimana, l'histoire du génocide devrait être réécrite. En réplique à Louis Cornelier du Devoir, André Noël a cité longuement un article du Globe and Mail sur cette controverse signé Gérald Kaplan, prétendue autorité sur le Rwanda. Défenseur impénitent du régime rwandais de Paul Kagame, francophobe, anticatholique primaire et partisan de ma déportation pour délit d'opinion. Si je n'avais pas été citoyen au Canada, Gérald Kaplan a écrit: c'est un fait incontestable que tous les savants qui ont étudié les conflits au Rwanda en 1994 ont conclu qu'un petit groupe d'extrémistes Hutus, bien formés et assoiffés de pouvoir, ont comploté pour exterminer toute la population Tutsi du pays. Et ils ont presque réussi. Rien n'est plus faux. Si la documentation en anglais sur le Rwanda demeure le parent pauvre, l'anglais est la seule langue qui existe pour Kaplan. D'innombrables études et recherches contredisent la thèse d'André Noël et de Gérald Kaplan. Sont publiées chaque année, notamment en français, en espagnol et en allemand. Qui de plus est alors que des preuves d'un grand complot extrémiste Hutu pour éliminer la population Tutsi du Rwanda manque toujours à l'appel. Même au tribunal pénal international pour le Rwanda, des preuves d'un complot ordi pendant de longs mois pour l'actuel président du Rwanda et sa formation politico-militaire. Le Front patriotique rwandais pour assassiner l'ancien président Habyarimana et prendre le pouvoir par les armes se multiplie. Le plus solide, celle qui élimine le doute et qui suivent les règles de preuve les plus rigoureuses, sont celles présentées par le juge antiterroriste français Jean-Louis Bruguière. Saisi d'une plainte déposée en août 1997 par la famille de l'équipage de l'avion du président Juvenal Habyarimana du Rwanda abattu le 6 avril 1994, le juge Bruguière a effectué une enquête judiciaire d'une durée de 8 ans. Avec sa disposition, tous les moyens, à sa disposition tous les moyens du tribunal des grandes instances de Paris. L'enquête a abouti à la délivrance le 17 novembre 2006 des mandats d'arrêt internationaux contre 9 personnes qui faisaient partie de l'entourage proche de l'actuel président rwandais, vu l'immunité accordée par l'État français au chef d'État en exercice. Le juge Bruguière a adressé une demande formelle au secrétaire général des Nations Unies afin qu'il engage des poursuites contre Paul Kagame
pour sa participation présumée à l'attentat du 6 avril 1994. On parle erronément du rapport Bruguière. Il s'agit en réalité d'une ordonnance du tribunal. Le média canadien et états-unien ont à peine mentionné l'existence de l'ordonnance du juge Bruguière, entre autres parce qu'elle provenait de la France, pays méprisé plus que jamais par le monde anglo-saxon. Les médias québécois n'ont malheureusement pas, eux, non plus accordé à l'ordonnance du juge Bruguière l'importance qu'elle méritait. Malheureusement, car cette ordonnance expliquait en détail et en clarté les événements qui avaient précédé l'attentat terroriste du 6 avril et les massacres qui en avaient découlé. Elle révélait également une opération au plus haut niveau visant à étouffer la vérité sur l'attaque de l'avion que le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, René Denis Seguí, avait qualifié dès le 28 juin 1994 de nœud gordien de cette affaire et de cause des événements au Rwanda. La façon cavalière de traiter l'ordonnance du juge Bruguière est d'autant plus étonnante que nous vivions à une époque où la lutte contre le terrorisme mondial est sur toutes les lèvres, alors que dans d'autres cas, la lutte contre le terrorisme est un fourre-tout où le flou idéologique et le prétendu consensus international l'emportent sur les faits. Le juge Bruguière et le tribunal de grande instance de Paris sont reconnus pour être à l'avant-garde de la lutte antiterroriste dans le monde depuis plus de 20 ans. Pour eux, le fait l'emporte toujours. Voici ce que le juge Bruguière établit. Avec les preuves documentaires, matérielles et testimoniales jugées suffisantes pour obtenir des condamnations, Paul Kagame et l'état-major de l'armée du Front patriotique rwandais avaient, peu après les accords de paix d'Arusha d'août 1993, conçu l'opération menant à l'attentat, l'avait soigneusement planifié, avait recruté les militaires chargés de le mettre en œuvre et avait supervisé son exécution. Le tout pour prendre le pouvoir par une offensive militaire. Même si Paul avait signé l'accord de paix d'Arusha d'août 1993 avec son vis-à-vis le président Habyarimana du Rwanda, il préparait déjà l'élimination physique de celui-ci. Peu après la signature des accords de paix d'Arusha, le général Roméo Dallaire reçut du Conseil de sécurité de l'ONU le mandat de diriger la mission chargée d'appliquer cet accord de paix. Le projet du FPR d'éliminer le président Habyarimana remontait à 1991, année où l'ancien président a introduit le multipartisme au Rwanda. Cette décision venait du fait que le FPR ne pouvait espérer prendre le pouvoir par la voie démocratique, simplement parce que les Tutsis qu'il représentait ne constituaient que 15% de la population. Paul Kagame et son état-major comptaient sur l'assassinat du président Habyarimana pour rompre le cessez-le-feu en vigueur depuis août 1993 et recommencer la guerre totale afin de prendre le pouvoir. L'armée du FPR, en état d'alerte dès le 3 avril, soit moins de 3 jours avant que l'avion ne soit abattu le 6 avril à 20h30.
Il y a eu de mouvements de ces mêmes troupes dans les 24 heures avant précédant l'attentat et toutes les unités se sont mises en mouvement dès l'attentat contre l'avion. Les missiles SAM utilisés appartenaient à l'armée ougandaise. L'Ouganda les avait achetés de l'URSS en 1987. Les tireurs membres du FPR avaient reçu leur formation en maniement de missiles sol-air en Ouganda. Il y avait une relation militaire étroite entre l'Ouganda et le FPR qui, à titre d'armée rebelle, ne pouvait acheter officiellement plusieurs types d'armements. Pendant cette période, l'Ouganda, sous la présidence de Yoweri Museveni, était l'allié principal des États-Unis dans cette partie de l'Afrique. En établissant la provenance des missiles, les juges Bruguière a démontré le caractère international de la guerre qui sévissait au Rwanda depuis la première invasion en octobre 1990. Les services de renseignement des divers pays, dont ceux de la France et de la Belgique, savaient dès le début de la guerre en 1990 que l'armée du FPR possédait des missiles sol-air. Bruguière établit aussi que la force gouvernementale n'avait jamais possédé de tels missiles. Le FPR a introduit les missiles à Kigali en les dissimulant sous du bois de chauffage transporté du nord vers l'immeuble du Conseil national de développement où, en vertu de l'accord d'Arusha, des troupes de l'armée du FPR étaient cantonnées depuis le 28 décembre 1993. Ces renforcements militaires de troupes du FPR à Kigali, à l'aide des missiles et d'autres armes transportées clandestinement, se faisaient sous les yeux des troupes de la MINUAR, Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, dirigée par Roméo Dallaire, et en violation flagrante des accords de paix d'Arusha d'août 1993. Avant avril 1994, le FPR faisait entrer à Kigali, secrètement et en violation des accords d'Arusha, des militaires en civil pour y commettre des attentats, dont certains visaient des personnalités de la communauté Tutsi. Et c'est dans le but de discréditer le gouvernement Habyarimana. Malgré de nombreuses résolutions de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation de l'Unité africaine et des grands pays en faveur d'une enquête indépendante sur le attentat du 6 avril 1994, aucune enquête internationale n'a jamais été entreprise. Le juge Bruguière établit que le mandat du Tribunal pénal international pour le Rwanda, créé par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU le 8 novembre 1994, englobait l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Les enquêteurs du TPIR, James Lyon et Michael Hourigan, travaille sous la direction de la procureure canadienne Louise Arbour en 1996 et en 1997. On recueilli des preuves selon lesquelles l'attentat contre l'avion avait été planifié et exécuté par des militaires du FPR sous la direction de Paul Kagame. Ils ont rapporté les résultats de leur enquête à Louise Arbour, qui les a accueillis favorablement au début. La
procureur Louise Arbour, sans explication et en contradiction avec ses consignes intérieures, a mis abruptement fin à l'enquête à la fin de mars 1997, prétestant cette fois que l'attentat ne faisait pas partie du mandat du tribunal. Elle a refusé d'être entendue tant par le juge Bruguière que par ses enquêteurs. Au cours d'une conférence prononcée à Paris le 20 novembre 2002, Louise Arbour, alors juge à la Cour suprême du Canada, a esquivé une question pointue sur l'attentat du 6 avril. Je n'ai pas le droit d'en parler parce que le juge français Bruguière mène actuellement une enquête là-dessus. Donc, en 2002, Louise Arbour a refusé de parler de l'attentat parce que le juge Bruguière menait une enquête. Elle a également refusé de coopérer avec le juge Bruguière et ses enquêteurs. L'enquête du juge Bruguière est terminée. Répondra-t-elle maintenant aux questions sur le pire attentat terroriste des années 1990? Son silence faisait-il partie d'une vaste opération d'étouffement de la vérité? Ses comportements indignes d'un juge ne constituent-ils pas une entrave à la justice? Malgré cela, Louise Arbour a été nommée juge à la Cour suprême du Canada et ensuite haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. L'attentat contre un chef d'État ou de gouvernement n'est jamais banal. Dans ces cas, deux chefs d'État, du Rwanda et du Burundi, ainsi que le chef d'état-major du Rwanda et les ministres du gouvernement burundais. L'assassinat des personnes importantes change le cours de l'histoire. L'assassinat de l'archiduc Ferdinand a déclenché la première. L'assassinat de l'archiduc Ferdinand a déclenché la Première Guerre mondiale. Dans la foulée de l'attentat contre l'ancien premier ministre du Liban, Rafik Hariri, qui n'était même plus en poste, le Conseil de sécurité a établi un tribunal international spécial pour en juger les auteurs présumés. Le but du tribunal, du moins le but officiel, préserver la paix et enrayer l'impunité. En 2002, quand quelqu'un a tiré sur l'ancien président français Jacques Chirac, son ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a déclaré « Ce n'est pas un fait anodin quand quelqu'un tire sur le président pour le tuer ». Cette déclaration de Sarkozy est d'autant plus vraie dans les cas du Rwanda où, à la suite des négociations ardues menées par des grandes puissances, une paix fragile a été établie. Tout le monde savait que les risques de dérapage et de violences interethniques demeuraient extrêmes. Depuis octobre 1993, une mission de l'ONU dirigée par le général Roméo Dallaire veillait à ce que les accords de paix soient appliqués. Dans ce contexte, tout geste militaire non annoncé, toute action armée, tout assassinat politique pouvait mettre le feu aux poudres. Ceux qui ont assassiné le président Habyarimana le savaient. Des soupçons ont toujours pesé sur Paul Kagame et le FPR, mais des personnes bien placées ont toujours réussi à empêcher que la lumière soit faite. Le colonel belge Luc Marchal, qui relève du général Dallaire et dirigeait le troupe de l'ONU à Kigali, s'est donné pour mission de faire établir une enquête indépendante internationale afin de savoir qui avait abattu l'avion du président rwandais. Il a même lancé un appel à son ancien commandant Dallaire pour que, ensemble, ils exigent la réalisation d'une telle enquête.
Son appel est resté sans réponse. De plus, il a posé une question dont on devine la réponse. Qui est puissant au point d'empêcher qu'une véritable enquête internationale fasse toute la lumière sur ce qui s'est effectivement passé au retour qui serait effectivement passé au retour du président d'Abiyarimana d'un sommet régional à Dar es Salaam le 6 avril 1994. Le président Abiyarimana revenait en effet d'une conférence de paix à Dar es Salaam en Tanzanie. Amadou Den, chargé de renseignement de la MUAR, relevant directement de Roméo Dallaire d'octobre 1993 à juillet 1994, nous a déclaré que dès le 7 avril, tout le monde savait que l'avion avait été abattu par l'armée du FPR, voir le chapitre 6. Jacques Robert Boubou, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la mission des Nations Unies au Rwanda, Roméo Dallaire, relevé de lui, a déploré le silence sur l'attentat du 6 avril. On ne parle pas beaucoup du 6 avril 1994 parce que de part et d'autre, tout a été mis en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Au plan local, le nouveau pouvoir a tiré une croix sur cette page de l'histoire du pays. Au plan international, et c'est le plus regrettable, il n'y a pas eu d'enquête digne de ce nom. Boudros Ghali, le secrétaire général de l'ONU qui a présidé à la mise sur pied de la MUAR en 1993, est exaspéré par l'absence d'enquête internationale sur l'attentat du 6 avril 1994, enquête que le Conseil de sécurité avait demandé dès le 7 avril 1994. Personne n'a été capable de me répondre pourquoi il n'y a pas eu d'enquête. Boudros Ghali m'a confié que le juge Bruguière lui avait dit de vive voix que la CIA était impliquée dans l'attentat. Le fait que 4 organisations internationales importantes le passent sous silence prouve la puissance des services qui savent obliger les gens à garder le silence. Lorsque je lui ai demandé pourquoi le rapport officiel de l'ONU, déposé le 15 décembre 1999, passait également sous silence, l'absence d'enquête est qualifiée seulement l'indice de crash, Boudros Ghali m'a répondu: vous savez, tous ces rapports ne sont pas très honnêtes. Voilà mon opinion. Ils cachent beaucoup de choses. Les responsables des opérations de maintien de la paix à ce moment étaient Kofi Annan. C'est Roméo Dallaire, aujourd'hui sénateur, qui condamnait les troupes de maintien de la paix de l'ONU au Rwanda. Hiérarchiquement leur numéro 2 après Jacques Roger Boubou. Qu'en dit celui qui, sur la seule foi de son livre et de ses déclarations, a été érigé en héros international au Canada. Dans sa brique de 700 pages, publiée fin 2003, le général Dallaire ne consacre que quelques pages à ce qui s'est passé le 6 avril. Il parle d'accident. Roméo Dallaire avait la responsabilité de surveiller la zone de Kigali, d'où ont été tirés les missiles qui a abattu l'avion. Il devait aussi déterminer qui les avait tirés, récupérer la boîte noire, rapporter tout ce qui s'était passé avant, pendant et après l'attentat. Dans son ouvrage, il répond
par le silence et pire, l'insulte à l'intelligence en qualifiant un attentat homicide sol air d'accident d'avion. Les supérieurs d'alerte à l'ONU, Boudros Ghali et Boubou en particulier, le contredisent à ce sujet. Ces officiers dans la muare le contredisent, mais aucun média québécois ou canadien ne le reprend à ce sujet. Personne n'oppose sa position à celle de ses collègues de l'ONU. Personne au Canada ne pose au sénateur Dallaire les questions suivantes. Pourquoi qualifiez-vous d'accident un attentat terroriste au missile sol-air qui a coûté la vie à 2 chefs d'État africains et déclenché le génocide rwandais? Qu'avez-vous à dire à propos des faits révélés par le juge Jean-Louis Bruguière? Louis Arbour jouit de la même complaisance de la part des médias canadiens et québécois. Personne ne lui pose les questions suivantes. Pourquoi avez-vous brutalement mis fin en mars 1997 à l'enquête sur l'attentat du 6 avril 1994 alors que vous étiez en position d'agir et de nous éclairer? Ne s'agit-il pas d'une grave entrave à la justice indigne d'une juge, d'une avocate et d'une haute commissaire aux droits de l'homme? Que répondez-vous au juge Bruguière qui consacre 5 pages à vos gestes à titre de procureur du tribunal pénal international pour le Rwanda? Pourtant, Louise Arbour n'a pas hésité à tirer à boulet rouge sur la France en décembre 1997 à Paris pour son manque de collaboration avec les TPIR, sa prétendue protection des criminels et la défaillance française observée à tous les niveaux. Aucun média ne compare l'attitude de Madame Arbour avec celle de son successeur au tribunal, Carla Del Ponte. Madame Del Ponte a déclaré en 2001 s'il s'avérait que c'est le FPR qui a abattu l'avion du président Habyarimana, l'histoire du génocide devrait être réécrite. Dès qu'elle a laissé attendre qu'elle pourrait porter des accusations contre des membres du FPR, Carla Del Ponte a été relevée de ses fonctions de procureur du tribunal pénal international pour le Rwanda. Pour cette complaisance médiatique, pourquoi cette complaisance médiatique? Par générosité, nous tairons le nom de nombreux journalistes qui persistent à qualifier l'attentat du 6 avril 1994 d'accident. Nous tairons aussi les noms de ceux qui persistent à répéter les thèses, maintes fois démolies, selon lesquelles l'attentat aurait été commis par des extrémistes hutus proches du président Habyarimana ou par des militaires français. Un tel mépris des faits soigne l'hypocrisie face au génocide rwandais qui nous émeut tant. Des questions capitales demeurent sans réponse. Les médias et certains politiciens opportunistes passent davantage de temps à ergoter sur la manière de qualifier cette stratégie et à diaboliser ceux qui cherchent la vérité qu'à à obtenir des réponses des gens qui pourraient nous éclairer et empêcher d'autres stratégies, à commencer par Roméo Dallaire et Louise Arbour. Chapitre 3.